Et c'est aujourd'hui que Joe Biden va donc prêter serment, être investi, devenir officiellement le 46e président des États-Unis. Il est en route pour la Maison-Blanche. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, bien des États-Unis à l'Europe, de l'attaque du Capitole à la crise sanitaire. La démocratie peut-elle survivre à l'époque? Quel moment démocratique vivons-nous? On va en parler avec notre invité, Marcel Gauchet. Il est philosophe et historien. Il est l'auteur de L'Avènement de la démocratie, paru en 4 volumes chez Gallimard, le dernier revenant principalement sur les paradoxes du monde nouveau, apparu après les années 70. Bonjour à vous, Marcel Gauchet. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'être avec nous aujourd'hui. Vous citez souvent l'auteur de la démocratie en Amérique. Alors, si Tocqueville nous entendait, verrait-il l'attaque du Capitole comme un signe de dégénérescence de la démocratie américaine, d'après vous? Est-ce qu'il serait rassuré de voir que, finalement, elle a résisté à l'assaut qu'elle a connu très récemment? C'était un assaut très limité dans sa portée. Quand on voit ce qu'ont pu être les coups d'État dont nous avons une longue tradition, on s'aperçoit que c'était vraiment de l'improvisation. Ça ressemblait plus à une manifestation des Gilets jaunes. D'ailleurs, on a fait beaucoup le parallèle, qui aurait pu envahir l'Élysée et le bureau d'Emmanuel Macron, qu'à une vraie tentative de coup d'État bien organisée, comme il existe des manuels en la matière, qui visiblement étaient totalement ignorés. Ils n'ont pas été traduits. Les insurgés en question. Donc, un petit assaut, dites-vous. Donc, non, il n'aurait pas frissonné, il n'aurait pas fléchi Tocqueville en voyant ces images. Quand on pense qu'après Tocqueville, il y a eu la guerre de sécession aux États-Unis, on prend une juste proportion des événements dont nous venons d'être témoins. C'était une autre affaire. Et là, on pouvait avoir de très grandes inquiétudes sur le sort de la démocratie américaine, qui a su s'en remettre d'une façon très remarquable. C'est un Tocqueville qui aurait vécu beaucoup plus vieux, qui aurait pu nous en parler très bien. Qui a su se relever de cela. Alors, si elle a pu, que dire de cette journée du 6 janvier? Vous n'êtes pas Tocqueville, vous êtes Marcel Gauchet. Comment vous avez analysé cette journée? Comment vous la qualifiez? Je crois qu'elle témoigne surtout de l'état chaotique vers lequel s'avancent nos sociétés et nos régimes politiques. Parce que ce qui était frappant dans ces événements, c'est le degré d'improvisation, de désorganisation dans tous les sens. La désorganisation mentale du président en fonction et le désordre, le désordre au sens vrai du mot, c'est-à-dire l'action sans projet d'action, sans véritable organisation pour conduire un projet significatif vers son aboutissement. Donc, c'est ça qui me frappe, c'est le caractère éruptif, réactif, désordonné, désorganisé des sociétés dans lesquelles nous avançons. Et c'est inquiétant. Mais ça ne remet pas de front la démocratie en question. Et c'est là où le parallèle avec une histoire qui n'est pas si lointaine doit nous éclairer. C'est que nous sommes aux antipodes de ce qu'a pu être la crise totalitaire, où on avait là affaire à des gens qui voulaient effectivement renverser la démocratie pour mettre un autre régime dont ils avaient une idée assez claire à sa place, et avec des moyens et une capacité d'organisation dont nous n'avons nulle part l'équivalent aujourd'hui, y compris dans nos appareils d'État, qui sont aussi incapables de se défendre que leurs adversaires de les attaquer. Oui, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est quand on entend les paroles de ces manifestants dits assaillants, beaucoup ont dit que c'était leur démocratie qu'ils voulaient finalement sauver, que l'élection leur avait été volée et qu'ils voulaient donc rétablir aussi une certaine vérité démocratique. Alors, est-ce que c'était vraiment une attaque contre la démocratie, comme on l'a entendu? Non, contre ça un symbole peut-être. Une attaque contre la démocratie. La démocratie n'a plus d'ennemis, mais ça ne veut pas dire qu'elle va bien pour autant, car la démocratie n'a plus d'ennemis, mais elle n'a plus de démocrates à son secours. Et c'est de démocrates que la démocratie a besoin pour qu'elle fonctionne convenablement. Et ce qu'on voit, c'est
une incontestabilité du principe démocratique jointe à une incapacité de la faire fonctionner correctement. On a des régimes à la fois très établis dans leurs principes de base, dont tout le monde se réclame, y compris les gens les plus à même de la mettre à mal, mais qu'on ne sait plus faire fonctionner correctement, faute, si je puis dire, de matériel humain, faute de l'investissement civique que suppose le bon fonctionnement d'une démocratie. Ce que vous dites, c'est que dans nos démocraties, la démocratie, en fait, fait consensus. Là-dessus, elle est qui a autre chose à proposer. Alors, il y a des espèces de dictateurs démocratiques, des démocratures, une bonne notion. Il y a des espèces d'anarchistes complets qui refusent toute discipline collective. Et entre les deux, une espèce de magma très informe. Ce que la démocratie ne sait plus faire, c'est mettre en forme le processus de décision collective qui est en son centre. Là, nous sommes devant un problème de fonctionnement de la démocratie et pas de contestation de son principe. Alors, vous publiez dans la collection que vous dirigez, Gallimard le débat aux côtés de Pierre Nora, Chloé Morin, qui vient de sortir ce livre intitulé « Le populisme au secours de la démocratie ». Elle était l'invitée des matins de Guillaume Erner. Comment on peut imaginer, c'est un titre un peu pied de nez, assez provocateur, que le populisme puisse venir au secours de la démocratie. Appliqué aux États-Unis, par exemple, comment vous le percevez ? Eh bien, d'ailleurs, c'est tout simplement le programme du nouveau président, Joe Biden. Ce qu'il demande, c'est la réconciliation de la démocratie américaine, autrement dit, l'intégration à l'intérieur du processus normal des gens qui ne s'y sentent pas comptés. En ce sens-là, le populisme, ce n'est pas un programme, c'est une protestation. Il n'y a pas de programme populiste, sinon représentez-nous, écoutez-nous, faites une politique qui ressemble à nos vœux profonds. Ce que, en effet, nos régimes, à beaucoup d'égards anti-majoritaires, n'arrivent pas à faire, pour toutes sortes de raisons, compliquées d'ailleurs à analyser. Donc, en effet, la protestation populiste peut fonctionner, je crois que Chloé Morin a tout à fait raison, comme un rappel de la démocratie à ses exigences fondamentales, qui sont celles de mener une politique qui, au-delà des divisions qui sont profondes dans nos sociétés, de plus en plus profondes pour des raisons qui ont été bien analysées, de mener une politique qui, au-delà de ces divisions, soit capable de donner une identité collective dans laquelle les gens, au-delà de leur récrimination particulière, se sentent malgré tout représentés et pris en compte. Alors l'Amérique a toujours été très fière de sa démocratie. On le voit dans les débats publics, mais on le voit aussi au cinéma. Ça ne l'a jamais empêché pour autant d'en souligner les faiblesses, voire les failles. On retourne dans l'écran avec cet extrait de Monsieur Smith au Sénat de Frank Capra. These honored dead, we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion, that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Mr. Smith Goes to Washington, ce film de Frank Capra, sorti en 1939 de mémoire, je vais réviser mes dates, mais on y voit là ce nouveau sénateur se rendre au mémorial de Lincoln à Washington et écouter le discours de Gettysburg inscrit dans les murs, lu par cet enfant. Est-ce que Joe Biden, pour vous, Marcel Gauchet, est le nouveau Mr. Smith, un Mr. Smith des temps modernes? On peut dire que Biden, sans du tout mener un propos polémique, est le contraire absolu de Mr. Smith. C'est un vieux routier de la politique qui n'a jamais fait à peu près que ça. C'est l'apparatchik du système démocrate américain qui a franchi
sénateur du Delaware, qui n'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire l'un des principaux trous noirs de la finance mondiale, par où s'évaporent les capitaux qui pourraient aller sous forme d'impôts dans les caisses de nos États. Donc c'est tout sauf un représentant de la population de base américaine. Cela dit, comme toujours, en politique, on juge sur les actes et non pas sur une identité présumée des acteurs. Il a au moins un avantage immense qu'il faut lui reconnaître, c'est un président normal, mais comme le mot est connoté en France d'une manière plutôt négative, on dira plutôt un président banal, ce qui est très bien. Il faut commencer par là. On a vu que les excentriques au pouvoir, c'est pas la solution magique en démocratie, même si ça flatte certains instincts spectaculaires d'une partie de la population. Là où ce jeune homme, le héros de ce film, de Capra, est plutôt naïf et essaye d'incarner une probité exemplaire. Il est dans un pays qui en avait bien besoin. À ce moment-là, voilà, coup d'État, assassinat, 7 films qui bousculent. Par parenthèse, si vous me le permettez, on dirait aujourd'hui, alors typiquement, que le film de Frank Capra est un film populiste. Ce qui relativise ce qu'on peut dire autour de ça. Personne n'aurait l'idée de le juger autrement, je pense. Et pourtant, à l'époque, ça passait très bien. Il incarnait précisément une volonté qui était beaucoup plus présente aux États-Unis de l'époque de faire nation que ce que nous voyons aujourd'hui. Populiste, pourquoi ? Parce que justement, il est le représentant d'une base qui représente la décence populaire et qui souhaite l'intérêt général de la face, y compris l'intérêt des classes les plus exclues du processus politique. Donc, c'est les caractéristiques type de ce qu'on met aujourd'hui sous la revendication populiste. En tout cas, ce jeune sénateur-là va être confronté aux compromissions de la classe politique américaine, aux non-dits aussi. Il a été classé par le quotidien Le Monde, qui vient de faire paraître un article à ce sujet, parmi les 7 films qui bousculent la démocratie américaine, à ce film de Frank Capra, donc, que l'on vous invite à revoir et que vous avez vu, vous, Marcel Gauchet, dans les années 70. C'était l'âge d'or des ciné-clubs où vous avez pu le découvrir. C'était le film, tous les films d'ailleurs de Frank Capra qui étaient accessibles au public européen étaient vraiment avec Eisenstein, on avait Frank Capra, on avait les 2 piliers, Luis Buñuel un petit peu de ce qu'était le ciné-club comme une institution de démocratie participative de l'époque qui fonctionnait très bien. Et c'est aussi justement dans les ciné-clubs qu'on voit comment l'Amérique a longtemps été un modèle. Vous le racontez, elle a montré la voie, vous l'avez écrit, d'une entente pragmatique des idées démocratiques qui les libèrent des dangereuses chimères où leur lecture dogmatique a fourvoyé les Français. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce modèle de démocratie américaine dans nos représentations, dans l'image qu'on en a, par rapport au modèle de démocratie qu'on connaît en France ? Alors, là, on entre dans un très grand sujet qui est, ni plus ni moins, la spécificité de l'histoire française au regard de la spécificité de l'histoire américaine. La démocratie américaine s'est construite d'une manière très expérimentale et progressive, avec toute une série d'étapes compliquées qui vont, disons, de la déclaration d'indépendance à la consécration par le juge Marshall du rôle de la Cour suprême. Ça fait 1776-1802. Vous voyez, les Français sont partis sur de toute autre base. Ils ont voulu construire, mais c'était les circonstances qui l'imposaient, une république des principes. 1789, 1793, et à nouveau, on recommence 1793-1799 avant d'arriver à un coup d'État qui ramène un régime d'autorité. C'est une expérimentation. Les Français ont fait une expérimentation philosophique et les Américains ont construit un système pratique où la démocratie tâtonne et trouve des équilibres petit à petit. C'est avec beaucoup de difficultés. Je parlais tout à l'heure de la guerre de sécession. C'est pas un drame négligeable dans l'histoire d'un pays qu'une guerre civile. Nous, la France n'a pas connu de guerre civile depuis les guerres de religion. Mais justement, au travers de notre unité construite autour d'un État, nous avons voulu faire la République des idées
républicaine, et c'est très difficile à faire fonctionner. C'est là-dessus que la Révolution française se déchire, conduit à une espèce de... ce qui n'est pas une guerre civile à proprement parler, puisque sinon localement peut-être en Vendée, et encore, et nous n'arrivons pas à donner une traduction pratique aux idées que nous avons mises en avant, là où les Américains, en partant avec beaucoup moins d'ambition, ont réussi à construire un système politique viable qui est toujours en place depuis plus de 2 siècles. Et qui repose sur quoi? Quels sont les piliers? Vous mettez souvent en avant aussi la représentation, hein, l'avènement de la démocratie. C'est aussi une histoire de la représentation. C'est fondamentalement... Le problème, justement, c'est que dans les principes démocratiques, il n'y a pas de place pour la représentation. Tout simplement parce que même notre déclaration des droits de 1789 est très équivoque sur ce sujet, puisqu'elle met sur le même plan le fait de consentir directement à la loi ou d'y consentir par le biais de représentants, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Démocratie directe ou démocratie indirecte, c'est évidemment un choix crucial. Pour les Américains, le problème ne s'est même pas posé pour des raisons presque contingentes. C'est un système d'emblée fédéral, donc à étage de pouvoir. Ça facilite les choses d'une certaine manière sur le plan pratique, puisqu'il faut déléguer de toute façon des représentants des États de base, au pouvoir central fédéral. Donc on est d'emblée dans un système beaucoup plus naturellement représentatif que dans un système unitaire à la française, où l'unité est la passion majeure de la Révolution française. Il s'agit d'établir l'unité de la nation. C'est une composante fondamentale de notre culture politique qui s'instaure en 1789. Et puis, il faut dire, la chose principale, c'est que les Français héritent d'un ancien régime qui va se montrer singulièrement coriace à digérer. Là où les Américains partent d'une terre vierge, si j'ose dire, pas complètement, puisqu'il y a l'exemple anglais qui a quand même modelé profondément la culture américaine, mais qui n'a pas ce poids de l'Église, de l'aristocratie, de l'armée, de la nécessité d'une politique étatique forte, qui, pendant la chance des États-Unis, ça a été dit par beaucoup d'observateurs de l'époque, c'est qu'ils n'ont pas d'ennemis sur leur territoire voisin. Ce n'est pas le Canada ou le Mexique qui représentent des concurrents. Pour les Français, d'emblée, l'expérience de la Révolution, c'est l'expérience de la guerre avec l'Europe. Ça change énormément de choses. Et finalement, d'ailleurs, l'issue de la Révolution française, c'est la prise de pouvoir par les militaires. Parce que c'est le cœur de l'expérience qui se met en place à ce moment-là. Avant de tourner la page américaine et de parler plus largement de nos démocraties, et notamment face à la crise sanitaire, je voulais quand même juste terminer sur Donald Trump, sur ce président si particulier dans l'histoire des États-Unis, puisqu'une page, là encore, est en train de se tourner avec son départ de la Maison-Blanche. Qu'est-ce que son élection, sa pratique du pouvoir surtout, nous dit, 4 ans après, sur la démocratie américaine pour vous, Marcel Gauchet? Qu'est-ce qu'il va laisser comme trace sur l'histoire de cette démocratie? Il va laisser à la fois un souvenir d'une lacune dans le pouvoir démocratique. Précisément, c'est un entrepreneur qui a compris qu'il y avait une demande politique et qui a su l'exploiter. Mais ce qu'il a montré surtout, à mes yeux, c'est que la politique est un métier. Et il a été l'exemple de l'amateurisme terrible en politique. Absence d'habileté pour se faire élire, mais incapacité réelle de gouverner ou de mener une politique par foucade et selon des normes qui sont celles peut-être du business privé, mais qui ne fonctionnent pas du tout à l'échelle d'un pays, d'un grand pays qui prétend en plus à une mission mondiale. La politique, c'est un art. Et de ce point de vue-là, c'est assez rassurant, somme toute, d'avoir un président banal comme Biden, parce qu'au moins, il est au courant de la difficulté du métier politique que Trump a superbement ignoré. Et il va montrer son art, parce que l'art politique en démocratie, c'est fondamentalement une chose. On est toujours élu contre un camp. C'est la définition de la compétition électorale. Et on doit ensuite
présider pour la totalité du pays. Eh bien, voilà une chose qui est extraordinairement difficile et c'est évidemment ce que Trump n'a absolument pas su faire, même à mépriser cordialement, en faisant une politique qui ignorait complètement le fait qu'elle avait des contradicteurs qui étaient aussi dignes d'être entendus et d'avoir des points de vue à faire valoir qui méritaient tout à fait d'être considérés dans la pratique politique. Trump, c'est l'outrecuidance individuelle hyperbolique, disiez-vous, il y a 4 ans. Vous signez encore cette formule? Oh oui, j'étais très en dessous de la réalité. Là, quand même, pourtant, vous êtes et vous faisiez déjà dans l'hyperbole. La question de la puissance américaine, vous venez de l'évoquer. Est-ce qu'avec Donald Trump, avec cette présidence Trump, l'Amérique, les États-Unis ont subi aussi un déclassement parmi les puissances pour vous? Je crois que le déclassement est antérieur à Trump et qu'il est une réaction à ce déclassement. La mondialisation a été, dans ses grandes lignes, telle qu'elle a fonctionné, je ne parle pas du principe général, une politique américaine. C'est les États-Unis qui ont poussé dans cette direction et qui s'y sont révélés perdants, globalement, avec les dégâts. Certains Américains y ont gagné beaucoup, ça c'est pas douteux, mais une partie importante de la société y a beaucoup perdu. Et dans tous les cas, les Américains ont perdu ce qui était l'enjeu principal de leur politique, c'est-à-dire l'hégémonie mondiale. Il n'y a plus... Ce que la mondialisation a révélé, c'est qu'il n'y a pas de puissance hégémonique possible à l'échelle mondiale. Et c'est un choc culturel énorme pour les États-Unis. Et je suis très curieux de voir comment Biden va gérer ce déclassement relatif, parce que ça n'empêche pas les États-Unis d'être de loin la première puissance du monde. Comment il va aménager cette transition vers des États-Unis qui rentrent dans le rang des puissances relatives et non plus de l'hyperpuissance, de la puissance absolue qu'ils ont cherché à occuper à l'époque Clinton, par exemple, au lendemain de la chute du mur de Berlin. En tout cas, elle reste au centre des regards. Pour preuve, cette émission et cette discussion que nous avons aujourd'hui ensemble, Marcel Gauchet. La politique du tweet, on a beaucoup dit ça à propos de Donald Trump, dont vous évoquiez le caractère irruptif aussi dans ses messages, dans ses décisions. Vous dites aussi que la démocratie n'a plus d'ennemis, mais elle garde et continue à peser sur elle certaines menaces. Aujourd'hui, ce mercredi, le numérique aussi va changer de main. Déjà privé de son compte Twitter, Trump et ses équipes vont aussi perdre les clés du compte officiel des réseaux sociaux de la Maison-Blanche. Alors, quelle question pose la fermeture de son compte personnel, présenté comme une décision unilatérale de ce réseau social nommé Twitter? Si risque démocratique majeur il y a, est-ce qu'il réside dans les messages postés par le président républicain ou dans la censure d'une parole publique par un acteur privé? La question, elle a été posée à Cédric O, secrétaire d'État à la transition numérique, il y a 10 jours. Sur France Info, voici sa réponse. Les réseaux sociaux, certains, les plus grands, sont devenus de véritables espaces publics. Ils peuvent décider de manière complètement unilatérale et avec très peu de supervision démocratique ou d'action de la justice, donc hors état de droit. Enfin, en état de droit, ça se discute, mais en tout cas, en se référant à leurs seules conditions générales d'utilisation, de censurer quelqu'un qui a 88 millions de followers et donc interviennent dans le débat public sans aucune supervision démocratique. Imaginons que Twitter ou Facebook se politisent et donc considèrent qu'ils sont de tel ou tel bord politique, qu'ils modifient en l'espèce leurs conditions générales d'utilisation en disant « vous n'avez pas le droit, j'en sais rien, de tenir des propos pro-démocrates ou de tenir des propos pro-républicains sur Facebook ou Twitter, ou pro-tel parti ou tel parti en France ». Il pourrait arguer que personne ne vous force à aller sur Facebook et Twitter et censurer, dans ces cas-là, toute une expression démocratique, sans aucune autre supervision que leur propre supervision, puisqu'ils échappent au contrôle du juge, de la justice et de la pluralité de l'expression démocratique. Ça poserait évidemment problème. Voilà, alors poser la question de la suppression du compte Twitter de Donald Trump, est-ce que c'est une décision favorable ou contraire à la démocratie? C'est presque une question pour le bac philo, Marcel Gauchet. À l'instant, Cédric O vient de faire thèse-antithèse. Est-ce que vous pouvez aller sur la synthèse? Le propos de Cédric O me semble très juste. Je ne sais pas s'il y a synthèse dans la matière, puisqu'il y a vraiment une contradiction dans l'interprétation de cette décision. À mes yeux, d'ailleurs,
Au passage, ça augure mal de la politique de réconciliation promise par Biden et ses partisans, car c'est une déclaration de guerre. Et on a une déclaration de guerre, les belligérants répondent toujours par une autre action de guerre. On ne sait pas du tout ce qui va en advenir, mais on peut faire confiance à Trump et à sa petite équipe pour ne pas se laisser faire. Donc je crois qu'on voit les dangers extrêmes que nous font courir ces monstres monopolistiques, puisque ce sont des monopoles mondiaux d'un genre tout à fait inattendu, qui laisse entre des mains privées le soin d'arbitrer ce qui est bon et mauvais pour la démocratie. C'est absolument pas leur rôle. Et d'ailleurs, ils ont creusé leur tombe d'un certain point de vue, puisque toutes ces plateformes s'opposent à toute politique de régulation au nom du fait qu'elles sont neutres. Elles ont montré qu'elles ne l'étaient pas. Et par conséquent, il va y avoir une suite. Maintenant, il est clair qu'il faut réguler ces plateformes et les conditions de leur utilisation. France Culture avec notre invité, le philosophe et historien Marcel Gauchet, il est 13h22. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. La démocratie, dites-vous souvent, Marcel Gauchet a gagné la bataille des cœurs, mais il reste des tensions au sein de cette idée même de démocratie qui sont surtout liées à sa mise en pratique. Quels sont les dangers qui rongent, qui grignotent aujourd'hui les démocraties modernes ? Je voulais vous demander ce que, à vos yeux, et c'est encore un vaste sujet, mais qu'est-ce que la pandémie actuelle a révélé de cette impuissance, ou en tout cas des difficultés de la mise en pratique de ces démocraties, alors même que l'idée s'est imposée? Elle a montré d'abord qu'il y a dans la démocratie un problème de discipline collective. C'est le consentement à la règle définie par une majorité. Et on voit bien que la pente forte de nos régimes, en fonction du principe de liberté individuelle, qui est leur base, est de n'accepter les décisions majoritaires que lorsqu'on en est partie prenante. Quand elles sont prises par un pouvoir dans lequel vous ne vous reconnaissez pas, vous pensez qu'il y a une légitimité à s'en accepter. Je pense que ça va devenir une des questions les plus vives du fonctionnement démocratique. Il faut, en fait, c'est une règle non écrite, mais impérative. La majorité respecte la minorité, elle ne l'écrase pas, mais la minorité doit accepter la règle de la majorité. C'est très simple. C'est très simple, mais c'est très difficile à mettre en œuvre. La discipline ne devrait pas tuer le débat pour autant. C'est pas vous que je dois dire ça, non ? Ça va ensemble. C'est que, justement, si une démocratie débat véritablement, le débat est la condition de la pacification démocratique. C'est que tous les arguments sont échangés dans le respect mutuel, si possible. C'est déjà une condition qui n'est plus vraiment remplie. Et la règle non écrite, la règle non écrite du pluralisme démocratique, c'est qu'il y a quelque chose dans les arguments de la minorité qui est en prendre en compte par la majorité. Et il y a une évolution psychologique, en quelque sorte, de nos démocraties qui repose sur une espèce d'intransigeance individuelle qui fait que la capacité de discuter et donc de mesurer les compromis qui s'imposent toujours dans la vie démocratique. L'essence de la démocratie, c'est le traitement de contradictions par le compromis. Eh bien, il faut encore des démocrates, ce que je disais tout à l'heure. Un démocrate, c'est quelqu'un qui accepte le compromis et donc l'écoute des points de vue qui lui sont étrangers. Et la tendance forte de l'espace public de nos sociétés, c'est d'exclure les individus qui ne pensent pas comme vous. C'est une des conditions de base du fonctionnement démocratique réel qui est mise en cause. Et je pense qu'à beaucoup d'égards, d'ailleurs, le sentiment de mépris social, qui est un des grands ressorts de ce qu'on appelle le populisme, tient à cette racine. C'est le sentiment que sa parole ne compte pas. Je pense que la démocratie doit s'instituer comme le régime de l'écoute mutuelle. Ce qui ne veut pas dire l'accord, mais la capacité d'entendre les raisons de son contradicteur.
Et pourquoi, pour beaucoup aujourd'hui, on a tant de mal à entendre ces raisons-là, à entendre aussi ou à expliquer cette décision majoritaire? On peut peut-être prendre l'exemple des vaccins qui fait débat, alors peut-être mauvais débat à vos oreilles aujourd'hui, Marcel Gauchet, mais en quoi est-elle aussi cette question le signe d'une méfiance ou d'une défiance qui noyote, qui affaiblit la décision collective ou majoritaire? Alors, c'est un sujet passionnant d'ailleurs parce qu'il a révélé, non pas en soi, parce qu'en fait, de quoi s'aperçoit-on? C'est que les gouvernants ont eu tort de prendre les réseaux sociaux pour la société. Ils ont cru qu'une minorité très bruyante représentait un avis général sur la base de sondages assez équivoques. Pas vrai. La majorité des gens est en fait tout à fait capable d'accepter le principe de la vaccination. La défiance, c'est la première question qu'un pouvoir démocratique doit se poser aujourd'hui, à mon avis. C'est comment susciter la confiance dans les mesures qu'on préconise. Alors, le mot à ne pas employer, c'est le mot de pédagogie qui suppose toujours de prendre ses interlocuteurs pour des imbéciles, comme pour des enfants auxquels on va expliquer le b.a.-ba de la science. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais c'est vrai qu'il y avait un choc culturel dans cette affaire des vaccins, parce qu'on a des vaccins d'une nouvelle génération, d'un type absolument inédit. L'ARN messager, ce n'est pas une notion classique, qui a été donc... Et je pense que nos gouvernants ont très mal joué la partie, en ne donnant pas le sentiment de conduire une politique transparente, basée sur des raisons qui sont parfaitement explicables. Et je crois qu'il y a eu là, on voit une faute politique dans la manière on va, au lieu d'expliquer, on va chercher à contourner l'opposition. Non, on ne la contourne pas, on s'y confronte. Et on met sur la table tous les arguments dont on dispose et on mobilise aussi les gens qui étaient parfaitement capables d'expliquer de quoi il s'agissait et le pourquoi du comment. C'est une crise très révélatrice de la difficulté de gouverner aujourd'hui en démocratie parce que les exigences sont tout à fait nouvelles face à une société très éduquée et une société en plus qui a, au travers des réseaux sociaux, des moyens de réaction intellectuelle pour le meilleur et le pire qu'on oublie toujours. Mais c'est du pire qu'il faut partir, évidemment, pour aller vers le meilleur. Merci Marcel Gauchet, merci beaucoup. Alors vers l'avènement d'une nouvelle démocratie peut-être, merci mille fois à vous d'avoir été avec nous. Je renvoie les auditeurs vers les 4 volumes parus chez Gallimard de votre grande œuvre sur cette démocratie. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez et Anouk Delfino pour la Grande Table des idées, à Henri Leblanc avec Madeleine Martineux et Cathy Renaud pour la Grande Table Culture. À la réalisation aujourd'hui, c'était Félix Levaché avec Jacques Hubert. Merci beaucoup à vous.